La réponse est partie. Vas-y. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire à destination de vous les opérateurs privés. Aujourd'hui, Olivier Grégoire, Mathieu Huchet et moi-même, Anthony Thomas, nous serons accompagnés de Monsieur Moreau de la Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires. Ça serait mieux quand même de dire le nouveau nom, et Stéphane Rouault d'Enedis pour la partie Smart Grids. Donc, on va vous parler de tout ce que l'on a mis en place, nous, pour les opérateurs privés dans le cadre de notre schéma directeur d'installation de recharge de véhicules électriques. N'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure sur le chat. On y répondra, nous, dans la mesure du possible, que ce soit d'un point de vue juridique avec Mathieu ou d'un point de vue technico-administratif pour Olivier et moi-même. Donc, je vais laisser la main à Olivier Grégoire, que vous connaissez, parce qu'il est assez connu dans le monde de la mobilité, et il va vous présenter ce webinaire. Voilà, merci à tous et bon webinaire. Donc, bonjour à tous. Donc, le sommaire, donc, sur la première partie, je vais vous présenter des éléments du schéma directeur et puis vous parler de notre parc de bornes de réseau public West Charge. Je vous indiquerai aussi les différentes étapes pour pouvoir nous soumettre en fait vos demandes pour du foncier du domaine public des collectivités. On prendra un temps de questions-réponses à l'issue de cette première partie. Et puis après, nos partenaires Banque des territoires et Enedis vous partageront des éléments qui peuvent vous intéresser, et on prendra une partie de questions-réponses par rapport aux présentations de nos deux partenaires. Au niveau du parc de bornes publiques du réseau West Charge, donc le CIDELA TE44 aujourd'hui, dès 2014, a commencé à travailler sur l'installation de bornes de recharge sur la Loire-Atlantique. On a commencé en 2016 à installer des bornes à la demande de l'État pour pouvoir mailler le territoire de Loire-Atlantique avec des bornes. Pour rappel, à l'époque, il y avait très peu de véhicules. Il fallait mailler et inciter à acheter des véhicules électriques en faisant voir qu'il y avait des bornes sur le territoire. Donc aujourd'hui, nous avons un maillage à peu près d'une borne tous les 20 km. Les deux conditions à l'époque pour pouvoir bénéficier d'au moins une borne, c'était d'avoir au moins 1500 habitants et de transférer la compétence IRVE. Donc la compétence IRVE, c'est une compétence qui est au niveau des communes et qui a été transférée à TE44 lors de la première phase d'installation, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces collectivités ayant transféré la compétence IRVE, de ce fait, TE44 traite tous les sujets IRVE pour les communes. Donc, de votre côté, si vous allez en direct vers des communes qui nous ont transféré la compétence, sachez qu'elles ne pourront pas, en fait, vous valider des projets puisqu'elles n'ont plus cette capacité-là. Donc, c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui, lorsque vous intervenez sur le département de Loire-Atlantique, la meilleure action, c'est de venir nous concerter pour savoir, en fait, si nous avons la compétence, il y a quelqu'un, on travaillera avec vous. Si ce n'est pas le cas, on vous redirigera. Mais en tout cas, nous sommes la porte d'entrée sur le département. Donc, notre périmètre, en fait, le département, comme je l'ai déjà dit, sauf Nantes Métropole, Saint-Nazaire, La Baule et le Croisic. Donc, on fait partie du réseau West Charge, qui est un réseau de bornes de recharge publiques sur les deux régions, Bretagne et Pays de la Loire, et on a environ 1000 bornes sur ces deux régions. Au niveau du schéma directeur et les projections des besoins, donc on a travaillé notre schéma directeur à partir en fait, de 2023, de février 2023, tout simplement parce qu'on est ODE et comme on est titulaire des compétences IRVE, voilà, c'était assez logique qu'on le travaille, notamment du fait aussi de votre arrivée. Pour rappel, en 2014, il y a peu d'opérateurs privés qui existaient ou qui étaient déjà créés, mais maintenant vous êtes en nombre important avec des volontés d'installer sur les différents fonciers. Donc c'était aussi important pour nous, puisqu'on a un maillage de 215 bornes, de travailler avec vous pour venir compléter et répondre aux besoins de recharge sur le territoire des utilisateurs de véhicules électriques. Donc notre schéma directeur a été élaboré sur le département, mais notre mise en œuvre est faite seulement sur notre périmètre, à savoir les communes qui nous ont transféré la compétence. Donc le schéma directeur, il nous a donné de la volumétrie de bornes de recharge nécessaires pour répondre à l'augmentation et à l'arrivée des véhicules
sur le territoire. Donc, on a pris deux casquettes, on a deux rôles en fait dans la phase de mise en œuvre. La première phase, c'est en tant qu'opérateur de mobilité de continuer à gérer et à exploiter notre réseau public de bornes de recharge à travers les différents marchés que l'on a. Et puis notre deuxième rôle qu'on a intitulé chef d'orchestre coordinateur, c'est par rapport aux opérateurs privés avec notre objectif de vous faciliter l'accès au foncier public dans les communes sur lesquelles nous avons la compétence pour vous accompagner sur la réalisation de vos différents projets. Donc, au niveau des besoins qui ont été identifiés dans le SDIRV, le parc existant, c'est sur 2023 et vous avez dans l'encadré le nombre de bornes qu'il faudrait rajouter sur les différentes échéances 2025, 30 et 35, en sachant que ce nombre de bornes, le schéma directeur ne nous dit pas qui les installe et qui les finance. Mais voilà, c'est de la volumétrie. Donc, vous retrouvez tous ces éléments-là dans notre schéma directeur qui a été validé en préfecture le 28 juin et qui est accessible sur notre site. Pour rappel, dans ce schéma directeur, vous avez toutes les données sur les besoins jusqu'en 2035 au niveau de la commune sur les deux typologies de bornes normales et bornes rapides. Au niveau de la mise en œuvre et la coordination que l'on va faire avec vous sur le foncier public des communes. Donc là, je passe la main à Mathieu. Ouais. Alors bonjour à tous. D'abord, simplement un petit rappel sur le domaine public. Donc, comme l'a dit Olivier, le SDIR, ça concerne le domaine public des collectivités et pas le domaine privé. Donc, le domaine public, c'est les biens qui appartiennent aux personnes publiques qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public. Et ce qui est important de dire par rapport à ça, c'est qu'on peut avoir une activité économique sur le domaine public. C'est pas parce que vous avez une activité économique que le domaine public va se transformer en domaine privé. Et si on est sur du domaine public, il est impossible de conclure un bail commercial. Donc, c'est pour ça qu'on va vous proposer des conventions d'occupation du domaine public, avec un régime particulier, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit au renouvellement automatique de cette occupation, de cette autorisation d'occupation, au-delà de la durée de la convention. Donc, il faudra procéder de nouveau à une mise en concurrence après 12 ou 15 ans, selon la durée. Donc, la coordination, elle va se dérouler, elle va avoir deux possibilités. Donc, soit la demande émane de nous, et donc ça va être un appel à manifestation d'intérêt. Donc là, on va publier un cahier des charges et une convention, on vous le précisera par la suite. Soit la demande émane de vous, et donc c'est une manifestation d'intérêt spontané. Donc quand la demande émane de nous, donc on va rédiger un cahier des charges et une convention d'occupation de domaine public qu'on va publier sur notre site internet. Donc la publication va être ouverte à tous. Donc dans le cahier des charges, on va spécifier les critères et le contenu du projet technique qu'on attend de vous. Ensuite, on va analyser vos propositions selon ces critères. On va proposer cette analyse aux communes et informer les opérateurs qui seront pas retenus. Et puis ensuite, on va adapter la convention en intégrant vos spécificités. Donc, ça veut dire les conditions techniques particulières éventuelles et les conditions financières avec le montant de la redevance notamment. Et, oui. Et ça peut prendre de 2 à 5 mois, selon la complexité. Pour les manifestations d'intérêt spontané, donc c'est vous qui allez nous faire la demande. Donc vous allez vous adresser à TE 44 pour manifester votre intérêt pour du foncier en fait des communes. À la suite de cette manifestation, nous on va évidemment regarder ce que vous demandez, ce que vous proposez. On va en informer la collectivité. Une fois que la collectivité elle est informée, eh bien on publie sur notre site dans le cadre réglementaire pour la mise en concurrence de la manifestation d'intérêt spontané d'un opérateur privé. Donc, on indique en fait la commune et les emplacements géographiques qui ont été sollicités. Il y a deux possibilités. Donc, la première, il n'y a pas d'autre demande d'un nouvel opérateur privé. Et dans ce cas-là, on vient adapter la convention qui a été écrite par le service juridique de TE44 pour du foncier public des communes. Lorsque tout le monde s'est mis d'accord, on passe à la signature entre la collectivité et l'opérateur privé. Et de ce fait-là, la partie installation qui est menée par la suite.
Dans le cas où il y a une autre demande ou des autres demandes d'opérateurs privés, eh bien à ce moment-là, on met un dispositif de sélection pour déterminer un lauréat qui sera attributaire du foncier qui sera proposé. Et dans ce cadre-là, on est sur des temps qui sont entre 4 mois et 6 mois. Et puis après, il y a l'installation de l'infrastructure de l'opérateur privé. Alors, comment en fait soumettre votre demande? Donc, pour soumettre votre demande, c'est assez simple. Vous allez sur notre site TE44 et vous avez un formulaire à remplir pour manifester votre demande. Dans ce formulaire-là, vous avez une première partie où ce sont en fait vos coordonnées. La deuxième partie de la question 5, on va dire jusqu'à la question 7, vous nous remplissez en fait très succinctement votre demande avec les coordonnées GPS et puis ce que vous souhaitez installer sur cet emplacement-là au niveau de votre projet. La question 8, c'est pour vous rappeler que Enedis a un outil qui vient vérifier la capacité du réseau et c'est pour bien nous assurer en fait que vous avez également sécurisé par rapport à vos éventuels investissements en ayant regardé au niveau du réseau. Et puis la partie 9, si vous avez des questions ou différents types de remarques. Donc c'est assez simple en fait de vous manifester pour du foncier dans les communes. La partie au niveau des analyses. Donc on va regarder la qualité technique. Il y a une question en ligne de monsieur Guillaume Cosman. J'essaye de ne pas écorcher vos noms, hein, et je m'en excuse si c'est le cas. Qui dit, et là c'est plus une question juridique à l'attention de Mathieu, de mon point de vue, la compétence IRVE L224-37 concerne la possibilité pour un établissement public d'installer et exploiter des bornes en tant qu'opérateur privé que nous installons sur du foncier public. Il me semble que nous faisons appel à la compétence de gestion du domaine public de la commune et non à la compétence de l'article susnommé auparavant. Et j'avoue être un peu perdu sur l'implication du SDE dans ce cadre. Mathieu, est-ce que tu as des éléments à apporter en termes de réponse à M. Cosman? Oui, en fait, on a estimé que la compétence IRVE, ça recouvrait également la gestion du domaine public de la commune, et donc à ce titre-là, on accompagne les communes. On a estimé que ça rentrait dans ce cadre. Merci, Olivier. Si je peux me permettre, tous les SDE ne font pas la même interprétation que vous? Alors, c'est une interprétation, voilà, effectivement, comme vous voulez dire. Nos juristes ont estimé que ça relevait de notre compétence. Et donc, du coup, de ce fait qu'il était bon d'orienter vers nous, tout simplement parce que nous, on doit être garant aussi dans le cadre de ce transfert de compétences et de ce schéma directeur, l'homogénéité sur le territoire des bornes de recharge de véhicules électriques. Oui, mais la convention, pardon, ça reste la commune qui va la signer. C'est pas nous qui allons signer la convention d'occupation de domaine public. Ce sera pas tripartite, hein. Okay. Ce sera vraiment entre la collectivité et vous. Ça sera signé. Mais nous, étant donné qu'on est chef d'orchestre du ZIRV, on se doit de savoir où se positionnent les opérateurs privés avec les communes. Voilà. D'accord. Et le préfet a validé cette interprétation à l'occasion de la validation du ZIRV a validé le ZIRV dans sa globalité. Le préfet est là pour valider ou pas le ZIRV. Le préfet a validé le ZIRV. Donc après, derrière, nous, ce qu'on veut, c'est être garant auprès des communes qui ont transféré leurs compétences que les opérateurs privés et nous-mêmes, puisque nous aussi, nous sommes un opérateur, on répond bien à la LOM pour elle. La LOM, je ne vous la refais pas, hein, mais vous la connaissez aussi bien que nous. Donc nous, ce qu'on doit, c'est faire en sorte qu'à un moment donné, les communes puissent, quand elles transfèrent ces compétences, nous, en tant qu'SDE, on leur assure la bonne complétude de ce transfert de compétences. Ok. Pour opérer dans plusieurs départements, tout le monde ne fait pas ça. Hein. J'entends, mais il y en a qui le font comme nous. Ouais, je sais. Ouais. Okay. Merci pour votre question. Je reviens sur la partie analyse. Donc, on regarde en fait la qualité technique et la cohérence avec les besoins du SDIRV, éventuellement la complémentarité avec le réseau West Charge, la qualité de service qui est proposée aux usagers. On rappelle que nous, en tant que service public, on a une équité au niveau du territoire et un maillage, puisqu'on fait partie d'un réseau. Donc, on regarde aussi cette répartition au niveau des déploiements qui nous sont proposés par les différents
demandeurs, et puis au niveau de la qualité économique, en fonction de leurs différents modèles économiques qui vous sont propres, mais également au niveau du montant de la redevance qui est proposée. Donc, suite à ça, nous, on informe en fait la collectivité de votre demande. On prend des rendez-vous pour leur présenter ce que vous souhaitez sur leur territoire. Donc, soit la commune en fait nous dit bah non, le projet ne m'intéresse pas et on s'arrête là. Et ça prend en général 2 mois et demi sur les échanges, en sachant que voilà, les communes, ce ne sont pas forcément des sujets qui sont prioritaires pour elles au niveau des bornes IRVE. Si la collectivité est OK, eh bien, on publie dans le cadre réglementaire la manifestation d'intérêt spontané sur le site TE44 et cette publication, elle est effective pendant 3 semaines. S'il n'y a pas d'autres opérateurs privés, eh bien, on adapte en fait la convention TE44. Donc, en intégrant les spécificités de chaque opérateur privé, puisqu'on sait très bien que vous avez chacun des modèles économiques qui peuvent être différents. Donc, on échange avec vous pour trouver un consensus dans cette adaptation de notre convention type, parce que de toute façon, ce sera une convention TE44 qui sera utilisée, comme je leur dis, en adaptant et en intégrant vos spécificités. Une fois que la convention, on s'est mis d'accord, eh bien, elle est signée, elle est présentée à la collectivité et comme elle a été informée en amont, en général, la signature entre la collectivité et l'opérateur privé se fait assez rapidement, aux alentours d'une semaine. Il faut savoir que nous, dans le cadre du transfert de compétences, on gère tous les éléments pour la collectivité. C'est qu'on leur amène quelque chose quasiment sur étagère en leur présentant les différentes étapes de validation, mais on fait en fait tout le travail dans le cadre du transfert de la compétence. Donc c'est pour ça que ce n'est pas la peine d'aller les voir en direct, puisque de toute façon, c'est nous qui opérons pour elles. Et puis après, il y a évidemment l'installation de l'opérateur privé sur la commune. S'il y a un autre opérateur intéressé, Mathieu. Oui, donc s'il y a un autre opérateur intéressé, donc on va avoir une procédure similaire à celle qu'on a présentée juste avant pour l'AMI. Sauf que là, la publication va être restreinte. Donc elle va être, on va envoyer le cahier des charges et la convention d'occupation du domaine public seulement aux opérateurs qui ont déclaré leur intérêt. Et après, on va analyser les propositions selon les critères qu'on aura définis en amont. Et pareil, une approbation en commune, et puis une information des opérateurs qui seront non retenus avant d'intégrer les spécificités. Et là, ça va prendre de 1 mois et demi à 3 mois, ça va être plus court. Au niveau des réalisations et de l'état des lieux à date. Donc aujourd'hui, on a eu une vingtaine de demandes pour du foncier. On en a un peu plus, voilà, 11, mais on n'est qu'à la moitié de l'année. Au niveau des réalisations, on a une convention qui a déjà été signée avec une commune et il y a 2 stations qui sont en cours de planification pour les travaux. On a une publication qui est en cours sur notre site TE44, une convention qui est en cours de validation au niveau d'une commune. On a 2 collectivités qui sont en cours de validation des emplacements qui nous ont été pointés par les communes. Et on a toujours des rendez-vous qui sont planifiés pour aller rencontrer les différentes communes pour leur présenter les éléments et les points que vous nous demandez. Alors, il y a une question de M. Vincent Fleury de chez Equance. Peut-on savoir sur quel secteur, s'il vous plaît, pour éviter de faire doublon? Alors, il n'y a pas de difficulté pour les doublons. Pour nous, ce n'est pas un problème que vous soyez plusieurs à faire des demandes sur une même commune, puisqu'il n'y a pas d'exclusivité. En fait, lorsqu'un opérateur vient se positionner, vous pouvez également nous faire une demande sur un même parking qu'un autre opérateur privé si ça vous intéresse. Une fois que les emplacements sont bien définis, ça ne nous pose pas de problème non plus. C'est un peu comme voilà, dans les zones commerciales où il y a tout un tas de parkings avec de la grande et moyenne distribution. Bien souvent, vous équipez des parkings d'enseignes différentes sur un lieu qui peut être restreint, mais attractif et correspondant à votre modèle économique. Donc, il n'y a pas de difficulté. Vous avez tous les éléments sur notre SDIRV, sur les besoins, en fait. Une autre question de M. Cosman. Quelle est la durée de convention dans la convention type du SDE? Alors ça, on va le définir par projet, mais
Jusqu'à présent, on a utilisé une durée de 12 ans ou une durée de 15 ans maximum. Mais sur des conventions qui sont assez longues quand même, donc qui vous permettent, d'un point de vue business plan, d'avoir des choses qui vous permettent d'amortir votre modèle économique. Et des durées qui correspondent bien souvent à vos modèles économiques, hein, puisqu'on sait très bien que, en général, les modèles sont au moins entre 10 et 15 ans. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi sur des durées-là dans notre convention. Alors, une autre question de Monsieur Fleury. Est-ce que le SDIRV a été mis à jour récemment? Le marché évolue vite. Alors, le SDIRV, nous, on ne l'a pas encore réévalué puisqu'il est très récent, hein, il a été validé il y a 1 an. Donc, on fait des mises à jour, on va dire, annuelles par rapport aux besoins du SDIRV. Alors, si vous allez le regarder, vous verrez qu'on a des besoins qui sont importants. Donc, aujourd'hui, même si on dépasse les objectifs 2025, eh bien, ce n'est pas forcément un problème puisqu'il y a des besoins qui sont importants sur le département. Donc, mais oui, malgré tout, on fera une réévaluation, mais la réévaluation, elle n'est pas prévue tout de suite du fait que ça fait juste 1 an en fait que nos SDIRV est validé. Ouais, il a été validé par le préfet en juillet 2024, hein, donc on est à moins d'1 an. Maintenant, après, derrière, nous, on regarde aussi ce qui se fait sur le département pour quantifier et donc réévaluer le SDIRV. Ne vous inquiétez pas, on vous fera part dès que celui-ci sera réévalué. Pardon. Une autre question de Monsieur Yazi de Korachi. Est-ce qu'il y a une répartition des demandes en fonction des types de puissance, AC et DC? Alors, c'est pareil. Dans le SDIRV, dans le document que vous avez les demandes par typologie de borne. Aujourd'hui, on essaye de s'en rapprocher au niveau de la demande du SDIRV, dans le fait qu'on regarde la cohérence par rapport au SDIRV. Par contre, on est assez flexible sur l'adaptation. Si vous proposez des bornes rapides à la place de bornes de recharge normale, c'est quelque chose que l'on étudiera aussi, puisque les usages des utilisateurs de véhicules électriques peuvent aussi également varier d'un utilisateur à l'autre. Donc, c'est pas voilà, c'est pas figé. Le schéma directeur est là pour nous orienter, mais on est en capacité de s'adapter sans aucun problème. Je continue et puis on vous redonnera la parole juste après. Donc, au niveau des bonnes pratiques, ne pas solliciter les communes en direct. Il faut passer par TE44. En fait, si vous allez en direct sur les communes, elles vont soit mettre ça de côté, soit nous redonner l'information lorsqu'elles vont nous voir. Donc, si elles ne nous voient pas dans les 6 mois, ben, on aura l'information dans les 6 mois. Donc, la bonne pratique, c'est de venir directement vers nous pour essayer de gagner le maximum de temps. Pointer des communes avec des besoins dans le SDIRV, c'est la priorité aujourd'hui. Pour des demandes d'un même opérateur, je sais bien que la côte, elle est très attractive pour vous, elle vous intéresse. Par contre, nous, comme je l'ai déjà dit, on est sur un maillage du territoire. Donc, on a besoin qu'on ait des opérateurs privés qui aillent sur la globalité du territoire. Donc, évidemment qu'un opérateur qui va nous pointer et des communes du littoral et des communes un peu plus éloignées, mais qui ont du besoin identifié dans le SDIRV, voilà, va être un opérateur intéressant pour nous. Il n'y a pas d'exclusivité pour du foncier. Si vous venez sur une commune, on ne va pas bloquer d'autres opérateurs du fait que vous êtes présent. Donc, il n'y a pas d'exclusivité. Il n'y a pas de restriction au niveau temporel. On ne va pas dire, voilà, pendant tant de mois ou tant d'années, il n'y aura pas d'autres opérateurs qui viendront. Et il n'y a pas de limite entre 2 demandes. Aujourd'hui, si j'ai une demande pour une commune et si la semaine prochaine ou dans 15 jours, j'ai une autre demande, eh bien, je retournerai voir la commune avec la nouvelle demande. Nous, l'idée, c'est de vraiment vous faciliter l'accès au foncier. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas fait en fait d'AMI comme c'est fait dans les autres départements. Puisque là, on ne vous impose pas en fait du foncier, c'est vous qui venez nous faire la demande en fonction de votre modèle économique. Donc l'objectif aussi, c'est de vous faciliter l'accès en sachant que les fonciers que vous nous pointez, ce sont des fonciers qui vous intéressent. Donc voilà pourquoi c'est ce dispositif-là qui a été privilégié dans notre mise en œuvre. Il y a une autre question de la part de M. Cosman. Que se passe-t-il si vous n'êtes pas favorable à un projet? Alors, aujourd'hui, ce qui s'est passé au niveau des demandes, ça a plutôt été des refus des communes
sur des fonciers qui n'étaient pas disponibles pour elles ou sur lesquels elles ne souhaitaient pas d'installation. Donc, dans ce cas-là, en fait, la commune peut nous proposer un autre emplacement que l'on soumet à l'opérateur privé. L'autre cas, c'est le fait que sur une convention, eh bien, au niveau du consensus, on ne trouve pas de solution. Et que la manière de fonctionner de l'opérateur privé ne soit pas en cohérence avec le fonctionnement de la collectivité. Donc là, c'est pareil, il peut y avoir un blocage à ce niveau-là. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de blocage sur des projets qui ont été proposés à TE44. Aujourd'hui, on a proposé toutes vos demandes aux communes. Donc, pour rappeler ce que tu disais auparavant, Olivier, hein, il y a une transparence dans la transmission obligatoirement des demandes des opérateurs privés. Et là où on peut faire écho à ce que tu disais aussi, c'est d'un point de vue administratif, il faut bien retenir que nous ne sommes pas sur des contrats privés, hein, nous sommes bien sur l'occupation du domaine public, comme l'a rappelé Mathieu au préalable tout à l'heure. Donc là où on peut avoir une écueil, c'est vraiment sur la rédaction des conventions, j'ai envie de dire, où nous ne sommes pas sur du droit privé, mais bien sur l'occupation du domaine public. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être en ligne? La publication d'un AMI est-elle prévue en 2025? Non. Monsieur Martin, Benjamin Martin. Pas pour le moment. Aujourd'hui, on privilégie vraiment la manifestation d'intérêt spontané, tout simplement parce que lorsque l'on fait un AMI, on va vous proposer des fonciers qui économiquement ne sont pas intéressants pour vous. Et du coup, dans le cadre, nous, de notre maillage en fait, du territoire, cela peut nous poser problème. Les AMI qui seront proposés, ils seront certainement sur 2026, certainement sur fin 2026 ou début 2027, on verra. Et ce sera certainement des AMI par lot qui seront proposés avec voilà, du foncier attractif et peut-être du foncier qui économiquement voilà, pourrait un peu moins vous intéresser. Mais on n'y est pas encore sur cette partie-là. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques en ligne? Profitez-en, nous sommes là pour ça. Si vous souhaitez peut-être aussi intervenir, non pas que sur le chat, mais avec votre micro, n'hésitez pas. Des fois, c'est plus rapide. Non. Bon, après, voilà. Vous avez nos coordonnées sur les slides du départ. Il ne faudra pas hésiter en fait à revenir vers nous hein, si vous avez des questions. Je vais passer la parole à nos partenaires en commençant par la Banque des Territoires et Monsieur Moreau. Oui, bonjour, merci pour le passage de relais. Bonjour à tous, je m'appelle en effet Olivier Moreau, je travaille à la direction régionale Pays de la Loire de la Banque des Territoires sur les sujets de transition écologique et énergétique, y compris de mobilité. C'est parfaitement le sujet du jour. Vous voulez bien passer à la... Merci. Alors, un petit mot sur la Banque des Territoires, parce que certains d'entre vous nous connaissent certainement, mais pas forcément tout le monde. Nous sommes une des directions de la Caisse de dépôt et consignation, un établissement public qui est placé sous la protection du Parlement. Nos objectifs à la Banque des Territoires, on a deux grandes priorités. L'une, c'est la cohésion sociale et territoriale. Il y a un lien avec notre sujet, et puis également la transition écologique et énergétique, et là on est en plein dedans. Dans le domaine de la mobilité, on agit pour proposer des services, on l'a notamment fait pour des services de covoiturage, d'autopartage, des choses comme ça. Dans le domaine des usages aussi, en finançant des flottes de véhicules, notamment pour le secteur public. Et puis, dans le domaine des infrastructures, c'est le cas en particulier avec les IRVE. On a trois modalités principales. L'ingénierie des territoires, ça s'adresse aux collectivités locales principalement et dans une visée stratégique. Et c'est notamment à ce titre-là que nous avons financé le schéma directeur des IRVE de Territoire d'énergie 44, comme on l'a fait aussi en Mayenne ou en Maine-et-Loire, par exemple.
un deuxième volet, et ça c'est notre action principale, on est surtout un financeur, nous, hein. C'est la prise de participation dans des sociétés. On l'a notamment fait avec certains d'entre vous, d'après les noms de vos sociétés. Et nous sommes toujours investisseurs minoritaires, ça c'est important, c'est une constante. Ça veut dire qu'il y a un autre acteur qui est le majoritaire, et généralement c'est le sachant, c'est l'industriel. Nous, on n'est pas un sachant, on est juste un financier. On investit notamment dans des plateformes qui déploient des réseaux d'IRVE à une échelle interrégionale ou nationale, et avec, si possible, à chaque fois une spécificité. Et nous sommes également financeurs, c'est une autre modalité, sans être actionnaire, et ça prend la forme de prêts mezzanine. Et c'est le schéma que vous voyez et sur lequel je vais revenir légèrement plus en détail tout de suite. Ça, c'est un financement qui s'intercale entre les apports des actionnaires et la dette bancaire. Si vous voulez bien passer à la page suivante, qui est la dernière, ce prêt mezzanine, c'est un renfort de haut de bilan, c'est-à-dire qu'idéalement, ça ne se substitue pas à la dette bancaire, ça vient plutôt accroître les fonds propres du projet, ce qui, justement, doit permettre la levée de dette bancaire. Et c'est vraiment un financement qui s'intercale entre les deux à plusieurs titres. D'abord parce que s'il y a un pépin, eh bien, ce prêt mezzanine sera remboursé après la dette bancaire, mais avant les apports des actionnaires. Et puis, en termes de rentabilité, ça s'intercale aussi, c'est-à-dire que c'est un financement qui est plus coûteux que la dette bancaire, mais qui est moins rémunéré que les apports des actionnaires dans le modèle où tout se passe bien. Il est subordonné, ça c'est ce que je vous indiquais. Éventuellement, il est assorti de sûreté, ça s'examine au cas par cas. Le montant, il est toujours minoritaire, c'est ce que je vous disais au titre d'investisseur, ça vaut aussi dans ce cas, c'est-à-dire que notre financement, il est au maximum à hauteur des apports des actionnaires et même légèrement en dessous. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être le premier financeur. La durée, elle est adaptable, évidemment, elle est inférieure à celle du projet et on prévoit une marge de sûreté à la fin. Il est possible d'avoir ce qu'on appelle une franchise de remboursement au démarrage, parce qu'on sait bien que le démarrage, c'est toujours un peu difficile et il faut le temps que ça monte en charge. Et puis, le taux, je vous en ai dit un petit mot. Ce que je pourrais ajouter, c'est que ce financement, il n'est pas adapté pour des IRVE au coup par coup, hein. Il faut le concevoir dans la logique d'un ensemble d'IRVE assez significatif pour qu'on puisse intervenir. Mais justement, on est intéressé de voir ce que ça peut donner à l'échelle, par exemple, de la Loire-Atlantique. Et je serai volontiers le point d'entrée si vous voulez plus de renseignements ou entrer en relation. J'en ai fini pour ma présentation. Je ne sais pas si on traite les questions tout de suite ou en fin de réunion. Enfin, c'est selon ce que vous souhaitez. Bon, manifestement, il n'y a pas de réaction. Donc, je suppose qu'on passe à la présentation suivante. Je m'adresse à Olivier Grégoire. Oui, excusez-nous, on avait coupé le micro. Est-ce qu'il y a des réactions en ligne, peut-être, ou des questions sur le chat pour Monsieur Moreau? Il se tient à votre disposition. Ah, Monsieur Valadas qui vous remercie pour cette présentation claire. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Moreau. On va passer à Enedis et puis à Monsieur Rouault. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil de cartographie des capacités du réseau. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place
par Enedis pour mieux visualiser et exploiter les capacités du réseau électrique de distribution, donc aussi bien en basse tension qu'en haute tension, en HTA. Donc cet outil a pour but d'afficher les données de capacité du réseau exploité par Enedis, d'identifier les zones où des projets peuvent être raccordés, que ça soit en injection ou en soutirage, donc en production ou en consommation, et donc le tout sans renforcement préalable du réseau. Donc les données sont régulièrement actualisées, donc mensuellement pour la basse tension et trimestriellement pour la haute tension. Elles sont donc valables à date et ne tiennent pas compte des raccordements en cours. Donc un point d'attention, c'est que les projets en dehors des zones identifiées peuvent toujours être raccordés, mais cela peut nécessiter des travaux supplémentaires, donc plus coûteux et plus longs en termes de délai. Donc là, oui, typiquement, je vous présente ça c'est une vue. L'outil, il est relativement simple, hein, donc ça c'est une capture d'écran sur un projet, un exemple de projet basse tension en production. Donc on voit bien que on choisit donc sur la droite la basse tension, haute tension. Après le mode, soit un projet en mode production ou consommation. Donc là, je comprends que ce qui vous intéresse, là, ce sera plutôt la partie consommation. Et donc là, en dessous, s'affiche en fait tout simplement l'exemple que j'ai construit en 5 minutes hein, que j'ai appelé donc démo TE44 hein, donc pour aujourd'hui. Donc c'est un statut du projet qui est simulé. On voit en dessous que ce projet de production concerne le poste de distribution public Pont-Marchand et que la production du point de puissance là, envisagé est de 70 kVA. Et donc on voit là sur la cartographie là, le petit point qui permet d'identifier la zone. Et après, donc en zoomant, on va venir voir précisément là où ça se passe. Là, j'ai un exemple d'un projet BT en consommation. Donc là, on voit sur la droite le mode qui a changé. Donc là, on est sur la partie consommation. Donc je l'ai toujours appelé le projet démo TE44. Donc le statut est simulé. Puis je suis toujours dans la même zone. Donc en fait, je suis toujours sur le poste de distribution appelé Pont-Marchand et j'ai toujours sollicité, enfin demandé pour le coup en consommation une puissance du point de charge de 70 kVA. Donc là on voit le projet là où il est identifié là sur le réseau. Donc ce qui apparaît donc en zoomant, donc c'est ça, c'est le réseau en bleu. Et quand on passe en fait avec la souris sur le réseau, on va voir en fait les capacités qui vont s'afficher. On saura tout de suite si on peut raccorder 70 kVA ou plus, ou 50, ou 100, ou 200, etc. etc. Donc ça, c'était pour la consommation. Ensuite, il y a d'autres fonctionnalités intéressantes. Si tu peux passer au transparent suivant. Donc dans le menu, on peut trouver donc deux fonctions intéressantes qui permettent donc d'importer mes projets. Donc typiquement, c'est un fichier, donc là, c'est une capture d'écran toujours de l'outil. Donc on peut télécharger, vous voyez, télécharger le modèle de fichier. Donc là, je l'ai mis en capture d'écran là sur la partie gauche. Le fichier modèle téléchargeable ci-dessous. Donc avec le mode, hein, production, consommation, le projet, le nom du projet, et puis des données géographiques et les puissances demandées. Et donc tout ça, on peut le télécharger directement sur l'outil pour pouvoir après simuler en masse en fait les points d'injection, quoi, plutôt que de les rentrer manuellement.
Et il y a la fonction exporter, pour le coup, exporter mes projets. Donc là, typiquement, on voit dans l'exemple du fichier ci-dessous, en fait, les deux projets que j'ai moi-même, que je vous ai présenté tout à l'heure, là, je vous ai présenté donc un exemple de consommation que j'ai appelé démo TE44. Donc, il reprend les coordonnées géographiques, la puissance demandée, là, 70 kVA, le statut donc simulé. Donc, on avait une capacité initiale, par exemple, en consommation sur le réseau de 220 kW, kVA. Et la capacité restante, vu que j'ai simulé 70 kVA, il reste 150 kVA. Donc ça, c'était, il y a la date avril, date de mise à jour, je ne sais plus ce que c'est comme date, ça. Et en production, pareil, on retrouve le projet que j'ai simulé en production. Donc la même chose, mais en production. Donc voilà. Donc cet outil-là, il est disponible sur l'espace de connexion d'Enedis. Donc je pense que vous connaissez cet espace-là. Moi, j'ai un accès direct sur mon poste Enedis, donc je ne passe pas par là, mais je pense que vous devez connaître. Bon, en tout cas, je pense que c'est tout simple, hein. Vous créez un compte comme tout outil, et puis après, vous pouvez retrouver cet outil-là dans les outils disponibles. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur cet outil. Très bien, merci beaucoup. Et puis, vous avez les coordonnées de M. Rouault si vous avez besoin de compléments. Oui, voilà. Écrivez-moi plutôt par mail que par... Ouais. Peut-être me contacter par téléphone directement. Je risque de ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes. C'est vrai que j'ai mis mon numéro, mais... Voilà, merci. Merci à vous. Il y a des questions ou des interrogations en ligne, que ce soit sur le chat ou par directement en ouvrant votre micro. Pas de questions, pas de remarques. Bon, bien, c'est parfait. Sachez que le replay sera disponible via notre page ainsi que le support. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions qui vous viennent par la suite à me recontacter. Et puis, soit je vous répondrai, soit je transmettrai à mon collègue juriste Mathieu pour qu'il puisse vous apporter une réponse. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Et au revoir. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.